Les séries Dexter, Les Experts ou encore Bones ont mis en lumière une spécialité longtemps mal connue, la médecine légale. Une discipline qui fait appel certes aux fameux médecins légistes, mais également aux radiologues, anatomopathologistes, anthropologues, odontologues, biologistes, psychiatres. Et ce légiste qui coopère étroitement avec le monde judiciaire, policiers, magistrats, s'intéresse aux morts, mais aussi aux vivants. Cette discipline comporte en effet deux grands domaines, la médecine légale du vivant et la thanatologie. Mais que fait exactement un médecin légiste? Quels moyens médicaux utilise-t-il? Qui sont ses patients? En quoi est-il utile non seulement à la justice, mais aussi à l'histoire? On en parle avec notre invité, Philippe Charlier. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos. Bonjour Marina. Vous êtes médecin légiste, archéologue, anthropologue, commissaire d'une exposition consacrée aux zombies au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris, dont vous avez dirigé le département de la recherche et de l'enseignement. On va en parler, de même que de votre premier roman très réussi qui vient de sortir. On dit de vous que vous faites parler les morts et percer leurs secrets, que la mort soit récente, ancienne, voire très ancienne, mais pourquoi ne pas être devenu historien finalement? Je voulais avoir un regard un tout petit peu différent et un regard multiple en fait sur ces patients du passé, sur ces personnages qui nous ont précédés. L'histoire est une des disciplines qui est absolument nécessaire pour faire ça, mais je voulais peut-être utiliser un passif ou un actif, en tout cas cette tradition familiale médicale, et puis rajouter aussi un petit peu de l'archéologie. Et en fait, c'est lors d'un voyage à Pompéi, quand j'avais 6-7 ans, en voyant les victimes du Vésuve, ces squelettes dont certains sont recouverts par une gangue de plâtre qui est extrêmement fine et précise, où on voit les traits du visage, on voit les cicatrices, les rides, on voit les vêtements, le détail des mains et des ongles. Et ce jour-là, j'ai beaucoup tremblé, et non pas de peur, mais presque plutôt d'excitation, en me disant, ça y est, je pense que je sais exactement ce que je vais faire de ma vie, et en fait, je vais faire parler ces morts. Pas avec une boule de cristal, mais avec la médecine, l'archéologie, l'anthropologie, et, euh, et mes amis historiens. Alors on parle donc médecine légale, spécialité dont les actes financés par le ministère chargé de la justice sont effectués sur réquisition du procureur de la République, d'un officier de police judiciaire ou sur commission d'un juge d'instruction. Je le disais, ça concerne les morts avec les autopsies, on va y venir, mais aussi les vivants. C'est quoi la médecine légale du vivant? La médecine légale du vivant, ce sont deux champs disciplinaires principaux. Le premier, ce sont des victimes qui ont survécu à ce qui leur est arrivé. Ce peuvent être des viols, ce peuvent être des coups et blessures. C'est lorsqu'on doit coter, par exemple, l'ITT, l'interruption temporaire de travail pour un individu qui a été victime de coups et blessures, et qui permet de quantifier l'intensité des lésions physiques causées par un tiers. Donc ça se fait dans un cabinet médical classique. Et puis un autre plan de la médecine légale clinique qu'on oublie beaucoup, c'est la médecine pénitentiaire qui, depuis l'origine, depuis le 19e siècle, fait partie intégrante du domaine de la médecine légale. Moi, j'étais médecin-chef de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine pendant 3 ans à Nanterre. Et c'est un moment de ma vie que j'ai adoré, vraiment adoré, où justement l'anthropologie m'a été très utile parce qu'il y avait beaucoup de patients, alors, moi je les appelle des patients, mais les autres les appellent des détenus, mais pour moi c'est des patients, qui étaient originaires du monde extra-européen en grande partie, notamment afro-caribéen, notamment Maghreb ou Afrique subsaharienne. Et là, c'était bien d'avoir un double regard, celui du médecin d'un côté, légiste, clinicien aussi, et puis celui de l'anthropologue, pour comprendre cette façon de penser la maladie d'une façon un petit peu différente, de penser également l'enfermement, la privation de liberté. Et je crois qu'un des plus beaux moments de ma vie de médecin que j'ai passé, c'était au quartier d'isolement, où j'ai tombé ma blouse blanche, où je me suis assis à côté d'un de mes patients, qui menaçait de se suicider, et pendant 3 heures, en fin de journée, on a parlé d'Italo Calvino, de Dino Buzzati, et je pense que je ne me suis jamais senti aussi médecin que quand on a parlé littérature et qu'on a parlé entre frères humains, lui et moi, sur un même pied d'égalité. Aussi à votre place. Des chiffres, hein, sur les 260 000 actes réalisés en 2021, près de 80 000 étaient sur des gardés à vue, 145 000 sur des victimes vivantes. Seuls 10 000 étaient des autopsies. Mm. Dans quel cas une autopsie est-elle demandée et qui la demande? D'abord, on n'autopsie pas assez en France. Et l'autopsie n'est pas du tout un manque de respect pour le défunt. Bien au contraire, on autopsie normalement pour toute mort suspecte. Un décès sur la voie publique, par exemple. Un individu qui est retrouvé mort à son domicile, mais qui est jeune, entre guillemets, qui normalement n'aurait pas dû mourir. Tout homicide, bien évidemment. Tout suicide, parce qu'il y a une part non négligeable de suicide
en tout cas étiquetés comme tels, qui sont en réalité des homicides déguisés. Et puis, il y a également les cadavres X. Tout individu, voilà, quand on part faire un footing, il faut toujours prendre sa carte d'identité parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça peut être un simple accident, ça peut être rien du tout, et puis ça peut être un décès. Dans ce cas-là, ça obligera, par définition, à faire une autopsie. Donc, ça donne l'avantage des autopsies, hormis acter la mort et connaître la cause réelle du décès. L'autopsie permet aussi d'avoir, de façon contrastée, un état pathologique réaliste de la population française. Alors, il y a les autopsies pour la justice, et puis il y a les dissections anatomiques qu'on peut faire à l'hôpital pour connaître la cause exacte de la mort, mais il n'y a pas de problème judiciaire par derrière. Et celles-là sont encore moins fréquemment réalisées en France, et c'est bien dommage. Et les familles peuvent les demander ou c'est uniquement la justice? La justice peut la demander quand il y a un cas de suspect ou un homicide ou crime, et la famille, même quand elle ne veut pas déposer plainte, peut demander une autopsie qui, généralement, est reprise, le dossier est repris par le médecin. Est-ce que tous les progrès de ces 30 dernières années dans l'imagerie, la biologie, la génétique, ça a complètement bouleversé ces autopsies? Ça a bouleversé les autopsies dans le sens où ça complète l'autopsie, où ça prépare l'autopsie. On parle d'autopsie virtuelle, par exemple, quand on fait une injection de produits de contraste dans les vaisseaux d'un individu qui est mort et qu'on fait ensuite un scanner qui suit. Ça permet de voir beaucoup de choses, mais ça ne remplacera jamais une autopsie stricto sensu, parce que tous les secteurs anatomiques ne sont pas vus, parce qu'il n'y a pas d'anapathe non plus, c'est-à-dire d'examen microscopique des viscères, donc des différents organes. Et puis, il faut faire de la toxicologie également en plus, pour retrouver des poisons éventuels ou des produits toxiques qui peuvent être environnementaux ou accidentels. Donc c'est vraiment un ensemble. Et quand j'entends parfois certains de mes collègues qui disent « Oui, mais on a moins besoin de faire des autopsies parce que maintenant on fait des scanners post-mortem », c'est très bien les scanners post-mortem, mais ça ne remplace pas une autopsie stricto sensu. C'est immuable? C'est un protocole parfaitement défini, le déroulement d'une autopsie, ou ça dépend de la victime et de ce qui s'est passé? Depuis le XVIe siècle, on autopsie toujours de la même façon. Je rédige mes rapports quasiment de la même façon qu'Ambroise Paré les rédigeait aux alentours de 1560. Et ça, évidemment, pour l'historien des maladies et de la médecine que je suis, ça m'intéresse beaucoup, c'est très amusant. Et en fait, il a décrit la façon de faire qui est parfaite déjà. Et même le type d'ouverture du corps n'a que très très peu varié selon qu'on fait une ouverture en Y ou du menton jusqu'au pubis. La façon de sortir les organes les uns des autres, soit en monobloc, c'est-à-dire de la langue jusqu'à l'anus, ou bien en 3 blocs différents. Euh, c'est la seule variation. Et ensuite, oui, on découpe tout ceci en petits bouts, on en garde une partie infime par respect pour le patient, et on restitue la grande majorité, voire la quasi-totalité des organes à l'intérieur du volume corporel, pour que le corps qu'on rende à la famille ne soit pas une coquille vide. C'est très important parce que c'est vrai que c'est un acte très violent pour les familles. Oui. C'est vraiment quelque chose comme une effraction, un viol de ce corps. Mm. Vous faites tout pour qu'il garde sa dignité, ce corps, à la restitution? Mais en fait, vous utilisez le mot corps, moi j'utilise le mot patient, et on pense la même chose. Je pense qu'on est dans une discipline qui, par définition, est humaniste, et il ne s'agit surtout pas de manquer de respect aux défunts. D'abord, ça se passe dans un cadre très scientifique, aucune moquerie, pas de gestes déplacés ou autre chose. Et on prend vraiment la partie la plus minuscule du corps pour faire un tout petit peu d'anatomie pathologique, donc de microscopie, un tout petit peu de toxicologie, un tout petit peu de génétique éventuellement, et c'est tout. Et ça représente peut-être, je ne sais pas, 1% au total du volume corporel, donc c'est vraiment minimaliste. Il peut arriver dans certains cas qu'on conserve le cerveau dans sa totalité ou le cœur dans sa totalité, ça c'est beaucoup plus rare pour un examen, parce que le cerveau, il faut 1 mois de fixation, et donc le corps entre-temps a déjà été rendu à la famille, le patient a été enterré, et donc il est trop tard. Mais pour nous, c'est vraiment important de respecter et de rendre le corps dans le meilleur état. Et je dois vous avouer, pour être très honnête, que généralement, le patient a un visage plus apaisé, un visage plus agréable, si je peux dire, et je pèse mes mots, en tout cas moins difficile à regarder, et donc laissant un meilleur souvenir pour la famille après l'autopsie qu'avant l'autopsie. On l'a dit, les progrès médicaux ont fait évoluer cette thanatologie. Et grâce aux nouvelles techniques de la médecine légale et de l'anthropologie, il est désormais possible d'identifier les maladies et les causes de mort de personnages décédés il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. On en parle tout de suite. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
carnet de santé consacré à la médecine légale au service de la justice et de l'histoire, parce que les nouvelles techniques de l'anthropologie médico-légale permettent désormais d'identifier les causes de la mort de personnages disparus il y a longtemps. Elle permet aussi de résoudre quelques-uns des grands mystères de l'histoire. Avec nous pour en parler, Philippe Charlier, médecin légiste anthropologue. Vous avez autopsié des morts célèbres. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos recherches anciennes ou actuelles ? En ce moment, on est en train de travailler sur le cœur de Voltaire, d'un côté. On est en train de travailler sur les ossements de Raphaël également. Et puis, bien, dès lundi, je vais redescendre dans les catacombes de Paris, en lien avec Paris Musée, pour travailler sur cette immense ossuaire de 5 ou 6 millions, peut-être plus, de Parisiens et de Franciliens, dont l'ancienneté s'échelonne entre le Xe et le XVIIIe siècle à peu près. Donc, on a quasiment 800-900 ans d'occupation de l'espace, de migration humaine, d'épidémies, de guerres. Voilà, c'est un chantier de travail inouï, unique, inespéré, et qui nous permet, comme vous le dites, de reconstituer un peu l'état de santé des populations du passé. En fait, siècle par siècle, patient après patient, y compris des patients historiques, travailler sur le Voltaire, c'est travailler sur un cancer de la vessie ou du rein, en tout cas du système urogénital, qui s'est ensuite secondairement surinfecté et qui a fini par faire mourir Voltaire, à un âge certes canonique, mais on identifie encore les protéines, vous voyez, liées à ce cancer. On identifie les agents infectieux qui ont fini par le tuer. Et puis avec toutes les techniques de la biologie et de la médecine légale, on identifie également tous les produits qui ont servi à embaumer ce cœur. Et moi, il y a une spécialité, vous voyez, je suis assez transdisciplinaire. OK pour la biologie et la médecine, OK pour évidemment les sciences humaines, archéologie, anthropologie, histoire bien sûr, histoire de l'art, très important. Mais je travaille aussi avec des nez de parfumeurs, avec des œnologues, avec des sommeliers, et même, pour tout vous dire, avec des spécialistes du chocolat. Donc, ils font quoi là-dedans ? Eh bien, ils font quoi ? Alors, ils vont pas goûter, ils vont pas manger, bien entendu, on ne fait pas de l'anthropophagie, mais en fait, je me souviens d'avoir ouvert un jour une tombe byzantine, on est aux alentours du 8e, 9e siècle à peu près, en Crète, à Itanos, et à l'ouverture de ce tombeau, il y avait pendant quelques secondes une odeur extrêmement forte, très agréable, pas alcoolique, mais plutôt un peu de beurre rance ou d'huile rance, mais qui sentait vraiment le patchouli. En 3 secondes, et ça s'est dispersé. En fait, c'était les parfums de cette femme byzantine qui recouvrait son corps et qui, en quelques secondes, s'était dispersée. Et de ce jour-là, je me suis dit, je veux avoir des nez de parfumeurs à côté de moi quand j'ouvrirai un reliquaire, quand j'ouvrirai un tombeau, quand j'étudierai des restes embaumés. Parce que eux sont là pour, à l'ouverture, au moment où cette odeur se disperse, eh bien, la qualifier de façon précise. Alors certes, on a des outils qui nous permettent, avec des charbons actifs, de capter cette odeur et ensuite de l'analyser dans les laboratoires. Et ça nous permet de dire, oui, il y a de l'encens, oui, il y a du benjoin, oui, il y a de l'aloès, ou que sais-je encore. Mais eux, comme ils ont l'habitude en plus de travailler sur des odeurs et sur des impuretés, et sur des combinaisons d'odeurs les unes avec les autres, ils sont parfois plus précis que les analyseurs chimiques. Ils vous disent, ah, c'est de l'encens, mais du Yémen du Sud. Et ça... Alors moi je dis juste, ça sent super bon, j'ai l'impression de passer dans votre étrave, Marina, parce que ça sent super bon, mais en fait non, eux sont vraiment plus précis, et c'est, voilà, vous voyez, on utilise d'un côté les sciences fondamentales, chimie organique la plus précise, mais j'aime bien aussi cette façon de fixer quelque chose qui est très évanescent, mais avec un œil quand même précis, scientifique, et qui nous intéresse, qui nous apporte des informations capitales. Votre plus ancien patient, c'est Lucie. C'est une patiente, donc. C'est une patiente. C'est une émotion particulière ou pas ? L'émotion, elle est double. D'abord, le fait d'avoir travaillé avec Yves Coppens, c'est à chaque fois que j'allais le voir dans son bureau au Collège de France, on ouvrait le grand tiroir qui était sous son bureau et on ressortait un peu ce puzzle d'une petite patiente de 3,18 millions d'années. Et voilà, on le regardait par habitude. Et puis un jour, on a eu l'idée de le regarder avec un œil un tout petit peu différent. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la pauvre avait été... probablement croquée ou goûtée par un crocodile, et que ça rajoutait une cause de mort potentielle. Et ça, on a pu déterminer parce que lui connaissait très bien l'anatomie des Australopithèques afarensis, et puis parce que moi, j'avais dans le même temps analysé, c'est pas très glamour, mais des bassins de surfeurs de la Réunion qui avaient été croqués non pas par des crocodiles, mais par des requins, et pour lesquels il fallait déterminer l'espèce, et que ces restes avaient été apportés à l'Institut médico-légal. Donc vous voyez, c'est à chaque fois, il y a une sérendipité, c'est évident, mais il y a aussi un jeu des connaissances, jeu sérieux bien entendu, un jeu intellectuel en l'occurrence, une plasticité cérébrale on pourrait dire, et puis voilà, c'était l'occasion de fréquenter, de partager, de coécrire des articles scientifiques avec Yves, et c'était un très très beau moment.
Ça sert à quoi fondamentalement de savoir, par exemple, que Louis XI, plus connu sous le nom de Saint-Louis, était mort du scorbut? Louis IX, Louis IX. Louis IX, pardon. Oui, Louis IX. 1 et 10, ça fait 9, c'est sûr. D'avoir examiné les dents de Hitler. À quoi ça sert et est-ce que ça nous sert à nous, vivants d'aujourd'hui? Alors, ça sert d'abord l'histoire, ça permet de vérifier si l'histoire dit la vérité ou pas. Hitler, par exemple, ça a tué de façon définitive toutes les théories survivantistes. Donc il n'est pas en Argentine, au Brésil, en Antarctique ou sur la face cachée de la Lune. Ça, on y croyait un petit peu moins. Mais au moins, c'est définitivement, il est bien mort à Berlin en 1945. Il n'est même pas non plus, il n'a pas été capturé par les soviétiques et serait mort dans les années 70 dans un goulag. Voilà, point, fin de l'histoire. Pour Louis IX, oui, il est mort du scorbut. Ça, on s'en doutait un tout petit peu par Une la carence en vitamine C. carence en vitamine C, exactement, mais même surinfecté. En fait, il saignait beaucoup au niveau de la bouche. Et c'est comme s'il avait une boîte de pétri à l'intérieur de la bouche. Et les bactéries qu'il avait, en plus avec pas mal d'autres carences, probablement une anémie aussi, et puis malnutrition, dénutrition, eh bien, il a fait une infection qui a diffusé à l'ensemble du tube digestif. Une bactérie, je vous la cite juste pour le plaisir, parce qu'elle a vraiment un nom très, très mignon, Capnocytophaga sputigena. C'est très mignon. C'est mignon, hein? Ouais, c'est Oui. très Bon, mignon. j'appellerai pas mes enfants comme ça non plus, mais leur doudou peut-être, oui. Et ça permet du coup de complémenter ce dossier. Maintenant, pour les vivants, pour nous, hormis notre culture générale et on va dire les aspects historiques, ce qui est déjà pas mal, eh bien c'est très utile pour la médecine légale, parce qu'en fait, on met au point des techniques d'identification individuelle, vérification d'identité sur des restes parfois infimes. Euh, ce sur quoi on a travaillé, vous voyez, sur le cœur de Voltaire, c'est l'équivalent en volume de 2 grains de poivre. Donc c'est vraiment minuscule. Et pareil pour les ossements de Raphaël, là c'est 5 grains de poivre. Et puis ça nous permet aussi d'identifier les causes de mort sur des cadavres récents ou un peu moins récents dans un contexte médico-légal. On met au point et on valide des techniques qui sont ensuite utilisées par la justice. Par exemple, quand on met un cadavre dans l'arrière d'une voiture, on met le feu, donc une dissimulation de cadavre, et puis à la fin, une fois que la voiture a explosé ou brûlé, il ne reste quasiment plus rien du corps, mais en fait, il reste l'équivalent de ces 3 ou de ces 5 grains de poivre. Et la technique qu'on va utiliser, c'est en interne, on parlera de protocole Voltaire, protocole Raphaël, protocole Jeanne d'Arc aussi, ça c'est plus pour les restes carbonisés, vous avez compris, parce que ce sont des patients sur lesquels on a validé, développé des techniques qu'ensuite, par transhumance directe, si je peux dire, on va utiliser ensuite en médecine légale. Donc ils sont utiles, hein. Les morts sont utiles aux vivants. En fait, les morts sont utiles aux futurs morts, donc nous, les vivants. Vous dites quand même que, pour vous, les morts ne sont pas entièrement morts. Au plan anthropologique, ça veut dire quoi? Alors c'est presque métaphysique, je reconnais. Pour moi, la vie ne s'oppose pas à la mort. En tout cas, la mort ne s'oppose pas à la vie est là en permanence. C'est vraiment un regard qui est biologiste, qui est un regard de physiologiste aussi. La mort est tout le temps là. Et la vie est tout le temps là aussi. Vous parlez de biologiste, la mort signe l'arrêt de tout. Oui, mais en fait, la vie est tout le temps là. C'est-à-dire que quand on enterre quelqu'un, toutes ces cellules ne sont pas entièrement mortes. Les cellules souches musculaires, par exemple, vont mourir 18 jours après. Donc, on n'enterre pas quelqu'un qui est 100% mort. Alors certes, les ongles ne poussent plus, les cheveux ne poussent plus. Ça, c'est vraiment une légende urbaine ou une mauvaise compréhension des choses. Mais la vie est tout le temps là. La mort, pour moi, elle s'oppose plus à la naissance. À la naissance. Et la véritable mort, pour moi, c'est l'oubli. C'est quand on n'a plus la voix de quelqu'un qui nous est cher dans la tête, quand on n'a plus le toucher du grain de sa peau au bout des doigts, quand on n'a plus sa chaleur ou son odeur. À nouveau, on retombe sur le parfum. Quand une inscription funéraire dans un cimetière disparaît complètement, quand on ne va plus voir nos morts et la Toussaint, surtout le lendemain de la Toussaint, arrive bientôt et les cimetières vont être, comme d'habitude, fleuris, mais une fois par an et encore de façon un peu homéopathique, si je peux dire. Donc voilà, pour moi, l'oubli, c'est la mort. C'est ça. On va partir à présent à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Dans les croyances vaudou, il existe des revenants, les zombies. On en parle. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé consacré à la médecine légale, préparé par Anne-Claire Bazin avec June Lopère à la réalisation, à la vidéo Timothée Hubert et à la technique Grégory Wallon. On s'intéresse donc avec Philippe Charlier, médecin légiste anthropologue à l'étude des morts, mais aussi des revenants, les zombies dans la croyance vaudou. Vous êtes le commissaire de l'exposition Zombies, la mort n'est pas une fin, qui se déroule au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris jusqu'au 16 février prochain. Alors quand on parle de zombies, on pense bien sûr aux morts vivants célébrés au cinéma, mais ce dont on parle là, c'est le zombie haïtiens, et la majorité de ces zombies haïtiens, ce sont des criminels. Oui, on part vraiment aux sources du zombie anthropologique et cette action se déroule
principalement en Haïti. Il faut savoir que les zombies existent, ça n'est pas un fantasme cinématographique. En Haïti, depuis probablement le XVIIe, XVIIIe siècle, quand un individu fait le mal, que c'est un individu par exemple qui ne respecte pas le ventre des femmes, donc un violeur, ou quand c'est un individu qui a vendu une terre qui ne lui appartient pas, le droit du sol est vraiment quelque chose d'extrêmement important en Haïti, eh bien on peut être soit jugé devant un tribunal classique, c'est long, c'est fastidieux, sans garantie de succès, soit on peut être jugé devant une société secrète, c'est-à-dire un groupement d'anciens esclaves libérés, on appelle ça des esclaves marrons, qui se sont réunis et qui font une justice parallèle coutumière. Et là, vous allez être jugé 7 fois de suite. Donc, on est vraiment sûr et certain que vous êtes vraiment Un criminel. criminel. Et si le maillet tombe, eh bien, vous allez être soumis à une peine pire que la mort. C'est-à-dire empoisonné, mis en état de mort apparente à base de plusieurs poisons. Certains sont très symboliques et totalement inertes sur le plan chimique, de la poudre d'ossements humains, de la poussière provenant d'un tombeau d'un ancien zombie, un peu comme si on transmettait de façon virale ou infectieuse la mort ou la zombification, de la poudre venant d'un poisson qui s'appelle le tétrodon, le foufou, là-bas dans la Caraïbe, le fougou au Japon. Celui qui est si dangereux à consommer. Celui qui au est Japon. très dangereux, exactement. Moi, je ne m'y suis pas hasardé. Je ne sais pas si vous avez testé, vous. Je suis un tout petit peu trouillarde. Voilà, bon, on est un peu pareil. Et du coup, c'est un poison qui vous met en état de mort apparente. Mais il ne pénètre pas la peau. Donc, il faut d'autres substances un peu urticariantes pour qu'on se gratte la peau, notamment de la bave de crapaud, du jus de vipère, ce qui rappelle en plus un petit peu le côté sorcellerie médiévale européenne. Et donc on met ça sur la peau de ces hommes. On met cette poudre dans les chaussures, dans la petite culotte, dans le soutien-gorge, donc des zones qui sont intimes, c'est très symbolique, mais également un peu humides, et donc ça va faciliter la pénétration à travers la peau. Généralement, c'est quand on s'habille le matin, vers 4h30, 5h, on se lève très tôt en Haïti, et vers midi, midi et demi, on est en état de mort apparente. La personne est consciente, paralysée, les yeux grands ouverts, la température corporelle diminue, hypothermie, le nombre de battements cardiaques diminue, bradycardie, et la respiration est très très lente, bradypnée, et l'individu est enterré, vivant dans cet Ah oui, état-là. quand vous dites consciente, c'est qu'il est conscient qu'on l'enterre vivant. Ah, la personne voit tout, entend tout, comprend tout. Oui, oui, elle vit littéralement ses funérailles vivantes. Et alors, comment elle ressort de sa tombe? Alors, pas toute seule, justement, on n'est pas dans Ça un n'est pas film... la nuit des morts vivants. On n'est pas dans un film hollywoodien exactement. Elle est ressortie de son tombeau à la nuit tombée, donc longtemps après, 5-6 heures plus tard, voire un tout petit peu plus. Et c'est le sorcier qu'on appelle le Bokor qui va ressortir le corps, qui est donc vivant, qui n'est donc jamais véritablement mort. C'est un faux mort et non pas un mort vivant. Et cette personne-là va vivre une vie d'esclave pendant tout le reste de son existence. Et pourquoi elle s'échappe pas? Alors, elle ne peut pas s'échapper parce qu'elle est privée de son libre arbitre. C'est un corps sans âme. On va la nourrir sans sel, et donc ça va développer au fur et à mesure, comme les esclaves du temps passé, ça va développer au fur et à mesure une sorte d'œdème cérébral, ce qu'on appelle une hyponatrémie chronique. Et puis également, on va lui donner, par sécurité, des benzodiazépines ou des barbituriques, donc des médicaments psychotropes qui vont vraiment la mettre dans un état de zombies, littéralement, qui vont la priver de toute conscience. Elle n'aura pas la force, en fait, ni même la volonté de se révolter contre son nouveau maître. Et j'utilise des termes volontairement d'esclavagiste parce que c'est un esclavage moderne, mais destiné à ceux qui ont fait le mal. Alors évidemment, il y a une perversion, il y a aussi les zombies criminels, c'est la belle-mère qui va empoisonner son gendre, c'est le mari qui va empoisonner son épouse parce qu'elle refuse le divorce et qui veut partir avec sa maîtresse, 2 cas réels que j'ai pu examiner, et dans ce cas-là, il n'y a pas les étapes successives, il n'y a pas de jugement, c'est criminel dans le sens où on se débarrasse de quelqu'un d'innocent par ce procédé-là. Vous le dites bien réel, et c'est important parce qu'on a honnêtement l'impression d'être dans un film de science-fiction quand vous racontez ça, mais vous avez pu constater cette réalité au cours de vos nombreuses missions sur l'île. Oui, je suis allé travailler ce qu'on appelle des terrains en Haïti. J'ai pu rencontrer certains de ces 2 types de zombies. 2 autres types encore qui existent. Donc on voit bien que zombie est un mot valise et que derrière ce mot en Haïti se réfugient, si je peux dire, plusieurs sens bien différents. Il y a un zombie psychiatrique. Alors, en France, on appelle ça le syndrome de Cotard. Ce sont des individus qui ont un délire psychotique et ils pensent que une partie de leur corps, voire la totalité de leur corps, est morte. Si on fait un peu d'ethnopsychiatrie à la Toby Nathan, que je respecte totalement, mais c'est une bonne vision, la métaphore qui est utilisée par le syndrome de Cotard sur le territoire haïtien est celle du zombie. Donc,
on voit cette maladie, ce délire psychiatrique d'une autre façon. Quatrième et dernier type que j'ai rencontré, c'est le zombie social. C'est une usurpation d'identité. C'est un peu comme le retour de Martin Guerre, on va rester dans le cinéma, avec un individu qui est seul, qui va être reconnu par une famille qui a perdu le chef de famille, et comme il ressemble pas, comme il a des cicatrices, il fait 20 cm de plus, eh bien, à nouveau, la métaphore qu'on va utiliser pour faire passer la pilule, c'est le zombie. Et aujourd'hui, ils seraient encore nombreux, ces zombies, en Haïti? 55 000 à peu près en totalité, tout type confondu sur le territoire. Donc ça reste marginal, c'est quand même un grand chiffre, mais c'est marginal. En fait, le zombie des sociétés secrètes, il existe, mais il est rare. Et il marche surtout de façon préventive, de façon dissuasive. On a pu dire, pardon pour le parallèle qui n'est pas excellent, on a pu dire la même chose de la peine de mort en France jusqu'à son abolition en 81. Donc c'est cette idée-là, c'est si jamais tu fais le mal, on va te donner une peine qui est pire que la mort, qui est la zombification. Donc ça marche a priori de façon plus dissuasive, mais il y a quand même quelques cas où il y a un véritable passage à l'acte. Et à la fin du parcours de l'exposition, il y a la vie de 8 d'entre eux qui est racontée. C'est absolument passionnant, c'est à voir au Quai Branly jusqu'au 16 février. Autre actualité qui vous concerne, vous venez de sortir votre premier roman, La Dame du jeu d'échecs, publié chez Plomb. Excellent, hypnotique roman qui raconte la quête d'un homme, en l'occurrence vous, à la recherche d'une Indo-Chinoise vue sur une photo prise en 1922. Vous aviez quel âge et pourquoi ça vous a fasciné comme ça? J'avais 19 ans, je commençais mes études de médecine à Paris et chez un libraire, j'achète un livre sur un recueil de photographies d'Indochine et page 73, je peux vous dire, il y avait ce portrait-là, pleine page, qui m'a fasciné. Qui est en couverture du livre et qui est absolument magnifique. C'est une femme qui est très très belle, mais surtout la pose qu'elle a. Elle est à la fois résignée d'un côté et d'une dignité immense. Elle a un regard qui fixe le spectateur, si je peux dire, ou le lecteur, en tout cas celui qui croise les traits de son visage. Et depuis, vous voyez, j'ai 47 ans, et depuis mes 19 ans, je suis fasciné par cette photo. Et j'ai voulu reconstituer son identité. En fait, c'est le même travail, sauf que je n'avais pas de corps, et heureusement. J'avais une photographie, et je suis allé enquêter. C'est une enquête, puisque vous partez à Hanoï pour retrouver la trace de cette femme. Oui. Alors d'abord à Paris, Société de géographie, ensuite à Hanoï. Et en fait, c'est la quête d'un fantôme, tout simplement. Alors moi, j'aime beaucoup les romans de Modiano, j'aime beaucoup les romans de Leclésio, et nourri de ces deux enquêteurs, si je peux dire, et de ces deux plumes, eh bien, je me suis lancé dans cette recherche, tout simplement. C'est la recherche d'un fantôme perdu. Alors, bien sûr, on ne dira pas si vous l'avez ou pas retrouvée, si elle est morte ou en vie. C'est dans le livre et il faut le lire. Il faut le lire parce qu'en plus, pour tous les incultes comme moi qui ne connaissent rien à l'histoire du Vietnam, c'est une vraie leçon d'histoire. C'est magnifique, passionnant. Donc, vraiment, allez-y. Un dernier mot, vous êtes en train de créer un nouveau musée? Oui, Marina. Et pour l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et notamment pour l'UFR Simone Veil Santé, je porte le projet de création d'un musée dont le thème sera les sciences au service de l'histoire, principalement les sciences biomédicales. L'idée est de présenter dans un lieu historique cet ensemble de patients que nous avons eu la chance d'étudier au sein du laboratoire, de Lucie la plus ancienne jusqu'à Picasso le plus récent, en passant par Richard Cœur de Lion, Jim Morrison, Hitler, Louis XIII, Louis XIV, Louis IX, Louis XI aussi, tout à fait. Et puis Agnès Sorel, Diane de Poitiers, voilà, ils sont très nombreux, Richelieu, les enfants de Toutankhamon. Donc ça nous permet de balayer une immense partie de l'histoire de l'humanité, mais de l'aborder d'une façon originale par le petit bout du scalpel ou du microscope. C'est-à-dire que ça fait autant aimer les sciences biomédicales et notamment la médecine légale, mais en fait la médecine dans tous ses champs disciplinaires, et puis également l'histoire et l'archéologie. Ça rend en fait l'histoire palpable. On a l'histoire au bout des doigts, et je pense qu'il y a une œuvre, on va dire, didactique et pédagogique assez importante. On attend ce musée. En attendant, vous allez au Quai Branly jusqu'au 16 février, vous lisez La Dame du jeu d'échecs chez Plomb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Marina. Dans la prochaine émission, on va parler de nos rêves. Alors pourquoi ce sujet? Parce que j'ai été fascinée quand, lors de la première de Carnet de santé, où je recevais Philippe Croison, quadri-amputé et explorateur, je lui ai demandé s'il se rêvait en fauteuil. Il a eu son accident, il avait 25 ans. Donc il n'avait pas été amputé avant, puis amputé depuis. Et il m'a répondu qu'il se rêvait toujours debout et qu'il courait avec ses petits-enfants. Ça m'a complètement fascinée. J'ai voulu évidemment explorer ce domaine, savoir si les aveugles voyaient dans leurs rêves, si les sourds entendaient dans leurs rêves, y compris si le handicap était de naissance. Donc voilà, nous saurons tout ça la prochaine fois avec le professeur Isabelle Arnulf, qui est spécialiste des rêves et neurologue. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci.